Aujourd'hui, je vous propose de partir en Amérique du Sud, à la découverte de mystérieuses ruines, le Stonehenge de Tiwanaku. Situé à presque 4000 mètres d'altitude, le site de Tiwanaku s'étend le long des plaines arides de Bolivie. Composé de gigantesques monolithes, d'édifices voûtés alignés sur la course du soleil, il est depuis toujours comparé au site de Stonehenge en Angleterre. Mais sont-ils vraiment liés ? Pour le découvrir, je survolerai les Andes boliviennes. Je transporterai des blocs de pierre sur les eaux glacées du lac Titicaca et je participerai à une cérémonie traditionnelle amérindienne en célébration au soleil. À la recherche de la vérité... Ah non Ah ouais. Je ne reculerai devant rien. C'est comme à Stonehenge, mais en différent. En 2005, je me suis penché sur le mystère de Stonehenge, le célèbre monument mégalithique situé au sud de l'Angleterre. J'ai découvert que cet ensemble de cercles de pierres concentriques et de porches voûtées faisait office de temple ou d'observatoire astrologique. Érigé il y a presque 5000 ans, Stonehenge a un rapport direct avec le Soleil, une connexion célébrée encore aujourd'hui. Mais ce site est loin d'être unique en son genre. À presque 10 000 kilomètres de là, de l'autre côté de l'océan Atlantique, se trouve un site archéologique très souvent comparé à celui dédié au Soleil découvert en Angleterre. Bonjour, je m'appelle Josh Bernstein et je parcours les Highlands de Bolivie pour étudier de plus près les ruines de pierre de Tiwanaku et pour découvrir si elles méritent, oui ou non, le surnom de Stonehenge des Amériques. Haut perché dans les Andes boliviennes, situé entre le lac Titicaca à 16 km au nord-ouest et La Paz à 48 km à l'est, se trouve le site archéologique de Tiwanaku, au centre de l'Altiplano, la plus haute région habitée de la cordillère des Andes. À quasiment 4000 mètres d'altitude, Tiwanaku s'étend sur plus de 5 km². Le site est composé d'un temple semi-souterrain unique, aux murs incrustés de têtes de pierre sculptées, de monolithes taillés à la main et de porches voûtées fabriquées à partir d'un seul et même bloc de pierre. Quand des explorateurs découvrent le site au XVIe siècle, ils pensent d'abord avoir découvert les ruines d'un temple inca. Bien plus tard, une équipe d'archéologues établit que la structure de base était déjà là en 600 avant Jésus-Christ, 5 siècles avant l'émergence des Incas en Amérique du Sud. La présence de monolithes et de porches voûtées en pierre rappelle tout de suite le site de Stonehenge en Angleterre. C'est ainsi que le site de Bolivie hérite du surnom de Stonehenge des Amériques. La question demeure, existe-t-il un véritable lien entre les deux sites séparés par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire? Pour m'aider dans mes recherches, le professeur Juan Albarracín Jordan, un archéologue spécialiste de Tiwanaku, a accepté de me retrouver au pied de la pyramide d'Akapana, dont le sommet présente un ensemble de monolithes. C'est extraordinaire. Et entre chaque bloc se trouvaient des pierres plus petites? C'est ça. Nous avons ici les éléments de base d'une structure beaucoup plus grande. Ce sont des blocs de quoi? Ici, ce sont des blocs d'andésite. C'est une roche volcanique. Je vois. Elle est plus solide que le grès, mais moins solide que le granit. C'est exact. Et c'est ce genre de monolithe qui a valu au site son surnom de Stonehenge des Amériques? Les premiers explorateurs ont basé cette comparaison sur la présence d'imposantes colonnes de pierre trouvées dans la région. Juan explique que les fouilles archéologiques ont prouvé que Tiwanaku n'était pas qu'un simple lieu de rituel, contrairement à Stonehenge. C'était une ville prospère et florissante. Certains chercheurs affirment que la pyramide d'Akapana se trouvait au cœur de ce qui était le centre spirituel de la ville, relié à tout un tas de cours et de temples semi-souterrains.
Les habitations et autres quartiers résidentiels se trouvaient autour de ce périmètre principal, à environ 1,5 km du centre-ville. Juan explique qu'à son apogée, la ville de Tiwanaku abritait 100 000 habitants et s'étendait sur plus de 5 km². Les hommes qui ont bâti cette cité n'ont laissé aucune trace écrite derrière eux. Mais les archéologues pensent que son architecture et la présence de monuments monolithiques auraient un lien avec leurs croyances célestes. La Porte du Soleil, le plus célèbre monolithe du site, en est la preuve la plus vibrante. Les chercheurs pensent que cette porte aurait été construite il y a environ 1500 ans. Regardez ça. Une seule pierre, un seul bloc d'andésite. Un seul bloc. Sur la frise externe, on distingue une série d'inscriptions entourées de créatures ailées anthropomorphes. Et au centre, une représentation du dieu du soleil. On sait ce que signifient ces inscriptions? Il y a plusieurs interprétations. La plus répandue consiste à dire qu'il s'agirait d'une sorte de calendrier, lunaire ou solaire, selon la façon dont on calcule. Ces inscriptions correspondent au mois? Ils sont représentés par des petits visages. 14? On en a compté 15. 15? Si cette interprétation est exacte, la Porte du Soleil pourrait bien être l'une des plus vieilles stèles de toute l'Amérique du Sud représentant un système calendaire. Chose étonnante, elle a été taillée à partir d'un seul bloc d'andésite. Combien ça pèse? 10 tonnes à vue d'œil. Mais ce n'est pas le plus gros monolithe. Certains blocs d'andésite sont bien plus lourds et peuvent peser plus de 100 tonnes. Plus de 100 tonnes? Plus de 100 tonnes. Juan ajoute que les blocs d'andésite nécessaires à la construction de Tiwanaku ont d'abord été transportés depuis leur carrière le long des rives du lac Titicaca, sur une distance de 100 km. Tout comme les bâtisseurs de Stonehenge, le peuple andin a dû déplacer ses imposants blocs de pierre jusque dans l'altiplano, à la seule force des bras. On n'avait pas seulement affaire à des artistes capables de créer de véritables chefs-d'œuvre, mais aussi à des ingénieurs capables de déplacer des mégalithes à travers tout le pays. Ils avaient ce savoir. Oui, j'aurais adoré voir ça. Juan explique que sur l'autre rive du lac Titicaca, à 65 km de Tiwanaku à vol d'oiseau, se trouve une étendue rocailleuse. C'est la péninsule de Copacabana. De nombreux archéologues pensent que les blocs d'andésite retrouvés à Tiwanaku proviennent de Copacabana. Ils auraient été transportés en bateau jusqu'à la côte la plus proche de la cité. Pour comprendre comment un tel tour de force a pu être accompli, je me rends dans une petite ville appelée Watarata. Les femmes se sont réunies et filent la laine qui leur servira à la confection de vêtements. De leur côté, les hommes se consacrent à un art traditionnel ancestral, la construction d'embarcations à partir de roseaux trouvés le long de la rivière. Un homme est persuadé que ces barques de roseaux étaient assez solides pour pouvoir transporter les blocs d'andésite du lac Titicaca à Tiwanaku. Cet homme, c'est Paul Harmon. Salut Paul. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. Ravi de vous voir. C'est du sérieux? Oui. Ça, ce sont des branches de roseau de totora. Je les ai coupées ce matin. Très bien. Avant de pouvoir s'en servir, on doit les laisser sécher pendant 3 semaines. Entendu. Celle-ci est sèche. Voilà ce que ça donne au bout de 3 semaines. Le roseau de totora pousse dans des eaux non profondes le long des bords du lac Titicaca. Il y a bien longtemps, les autochtones ont découvert qu'une fois séché, c'était un matériau idéal pour la construction de bateaux. Et est-ce que la technique de fabrication a évolué au cours des siècles? Non, ici, dans le bassin du lac Titicaca, on utilise les mêmes procédés depuis des milliers d'années. Vous me montrez? Oui, avec plaisir. C'est parti. D'accord. Pendant plus de 5 ans, Paul s'est formé à la confection de bateaux de roseau auprès des quelques grands maîtres encore en vie. Voici Bartholomé. Josh. Paul et son équipe ont séparé les roseaux en 3 fagots différents. Aujourd'hui, la corde synthétique vient remplacer la corde autrefois faite d'herbes sauvages. Hormis ce détail, le procédé est resté le même. En attachant les 3 fagots ensemble, on crée la coque du bateau. On va essayer de reprendre là où il s'était arrêté. D'accord. Ensuite, on va le retourner, c'est ça?
Ok, j'ai pigé. On renforce la structure en tapant dessus avec une pierre à bord lisse. Ça permet de resserrer les branches. Et on serre le cordage à l'aide d'un outil appelé wakala. C'est ce qui permet de tout resserrer? Voilà, c'est avec ça qu'on va resserrer le cordage, séparer les branches. C'est multifonctionnel. D'abord, tu attrapes un bout de la corde et tu tires un grand coup. La corde va mordre dans le roseau et rester en place. Ce qu'il faut faire, c'est sangler le tout. Ça demande combien de temps? La coque du bateau se fait en un jour, mais on passe les 4 jours suivants à le serrer. À la fin, c'est tellement compact que c'est aussi solide que du béton. Ok. Il nous aura fallu presque 5 jours pour construire cette embarcation de 4 mètres de long. Nous avons fabriqué ces rondins d'après le même procédé. Pendant des milliers d'années, ces bateaux ont été construits avec des fagots de roseaux séchés, des cordes d'herbes sauvages et un seul instrument de bois. Encore aujourd'hui, certains peuples, comme le peuple Aymara, utilisent ces embarcations de roseaux pour transporter des provisions et se déplacer sur le plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Sud. On voyage à la Tiwanaku. Paul et moi pagayons dans la bonne humeur, direction le lac Titicaca. Mais ma question reste toujours sans réponse. Des bateaux de ce genre pouvaient-ils réellement transporter des blocs de pierre dans ces eaux glaciales? À suivre, je teste mon embarcation en essayant de hisser un bloc de pierre à bord. Et je participe également à un rituel sacré en l'honneur de Mère Nature. Au perché dans les Andes boliviennes, à presque 4000 mètres d'altitude, se trouve une mystérieuse cité construite par une civilisation aujourd'hui disparue. Pour certains, Tiwanaku serait le Stonehenge des Amériques. Mais mérite-t-elle vraiment cette appellation? J'ai eu la chance d'observer la Porte du Soleil, une arche mégalithique de près de 10 tonnes. J'ai fabriqué un bateau à base de branches de roseaux séchés cueillis le long du lac Titicaca. Ces embarcations pouvaient-elles vraiment transporter des blocs de pierre jusqu'à Tiwanaku? À 65 km de l'autre côté du lac Titicaca se trouve une région rocailleuse qu'on appelle la péninsule de Copacabana. Nous naviguons le long du littoral, jonché de roches volcaniques, ce que Paul considère comme étant le matériau de base trouvé à Tiwanaku. Tout droit? Tout droit. C'est d'ici que provient l'andésite, qui a servi à la construction de la ville. Tout ce qu'on voit, c'est de l'andésite. Absolument tout. C'est un véritable supermarché d'andésite. Il n'y a pas 2 endroits comme celui-ci autour du lac, aussi bien en Bolivie qu'au Pérou. Le peuple de Tiwanaku venait se servir ici? Oui, en effet, c'est ce que je pense. La péninsule de Copacabana serait non seulement le choix le plus logique quant à l'origine des monolithes de Tiwanaku, mais elle revêt également un caractère mythologique qui remonte au début de l'occupation humaine dans la région. D'après la mythologie inca, le dieu Viracocha, représenté sur cette sculpture de pierre, créa une race de géants, désignés pour construire la ville de Tiwanaku. Ils transportèrent les pierres à partir d'ici pour construire la cité. Mais Viracocha, n'étant pas satisfait du travail des géants, déclencha une inondation pour les exterminer. Titicaca est la conséquence de cette inondation. Puis Viracocha se rendit à Tiwanaku et créa la race humaine. Quand les Incas arrivèrent, ils virent cette magnifique cité et on raconte qu'ils s'en inspirèrent pour construire Machu Picchu, Cusco. J'aimerais bien moi aussi essayer de déplacer ces blocs de pierre. Mais d'abord, j'attends l'arrivée d'un chaman Aymara. Il nous rejoint avec ses fidèles. Ce site est aujourd'hui encore considéré comme un lieu sacré. Pour eux, il est donc important qu'une telle entreprise débute par une bénédiction dans les règles. Bonjour. 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 Justino a fait venir plusieurs de ses amis pour nous aider à charger les pierres sur le bateau. D'accord. Mais avant de procéder, il doit accomplir une cérémonie en l'honneur de Pachamama, Mère Nature. Très bien. Le prêtre Aymara commence par bénir les pierres que nous avons sélectionnées. Puis, il bénit notre groupe, notre projet, et rend grâce à Mère Nature. Ensuite, il nous invite à prendre part à la cérémonie.
et nous offre des feuilles de coca, la plante sacrée des Andes. Voilà une feuille de coca. Ça donne l'énergie et l'endurance nécessaires, en particulier aujourd'hui, pour déplacer des blocs de pierre. Voilà pourquoi tout le monde mâche des feuilles de coca de façon très solennelle. Il met l'accent sur la force avant tout. En gros, le coca est le guide spirituel qui aide le travailleur dans sa tâche. Au départ, la feuille n'est pas une drogue. Le coca n'est pas une drogue. La cocaïne, en tant que drogue, a malheureusement embrouillé l'image que les gens devraient avoir de cette plante sacrée en Amérique du Sud. De nombreux ingrédients sont utilisés et on fait toujours don de la première ration à Mère Nature. La ration suivante est partagée entre tous les participants. Après les feuilles de coca, le chaman nous offre de l'alcool et du tabac, aujourd'hui sous forme de cigarette. Je dois souffler la fumée en direction des 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Puis en haut et en bas. Ce sera ma première et sans doute ma dernière cigarette. Il implore Mère Nature de nous protéger pendant cette aventure et demande aux pierres de bouger avec légèreté pour nous. Par l'utilisation des plantes sacrées des Andes, nous avons béni notre groupe et notre expédition. À présent, le vrai travail peut enfin commencer. Ah, parfait. Ah, c'est génial, de cette façon on peut marcher librement. D'abord, nous construisons un petit quai de fortune qui nous permet de garder les pieds au sec. Je peux aider? Ensuite, nous mettons en place une passerelle toute simple pour charger les pièces sur le bateau. Le moment de vérité? Exactement. On ne peut plus reculer. À plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, une telle entreprise représente un véritable danger pour Paul et moi. À cette altitude, l'oxygène contenu dans l'air se raréfie. Les autochtones ont appris à s'adapter à ces conditions atmosphériques. Mais pour nous, cela demande beaucoup plus d'efforts. Ce bloc de pierre est plus lourd que nous deux réunis. Le bateau doit pouvoir supporter au moins 300 kilos et on est bien en dessous. On va déjà voir ce qui se passe avec un bloc de ce genre. Attendez, oh là là! Paul estime le poids de ce rocher à 160 kilos. Si je monte à mon tour dans la barque, le poids total s'élèvera à 245 kilos. Le moment est venu de tester mon bateau de roseau et de voir s'il peut supporter un tel chargement. Si je commence à couler... Avec ça, tu peux aller n'importe où. Vraiment? Attends une seconde. Après un faux départ, je trouve mon équilibre. Bravo! Vous y êtes arrivé. Ouais! L'embarcation n'est pas très stable, mais elle flotte. Je viens de faire une importante découverte. Il est possible de transporter des blocs d'andésite sur une embarcation de roseau. Mais Paul veut tester les limites du bateau. Je voudrais tenter avec un bloc de 90 kilos. Plus lourd? Plus lourd. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Ah, ok, d'accord, allons chercher une pierre. D'accord, une autre pierre. Aucun bateau de cette taille n'aurait pu transporter les plus grosses pierres trouvées à Tiwanaku, certaines pouvant peser jusqu'à 100 tonnes. Mais cette expérience prouve au moins que des bateaux faits à partir de roseaux sont efficaces. Dans le genre recherche archéologique, on ne peut pas faire mieux. Oh, regardez, je commence à prendre l'eau. Oh. Oh. En tout cas, je peux vous dire un truc. Le lac Titicaca est froid. L'eau s'est infiltrée partout. C'est comme si on essayait de transporter le chargement d'un poids lourd dans une petite citadine. La limite de poids se situe autour de 340 kilos. Mais il faudrait retravailler la forme du bateau pour résoudre le problème d'équilibre. Le roseau de Totora supporte environ 12 kilos par mètre cube.
Si on avait besoin de transporter des tonnes et des tonnes de pierres, il suffirait de faire le calcul et de fabriquer un bateau plus long et plus large. Est-il vraiment possible de construire un bateau si grand? La réponse est oui. En 2002, Paul et une équipe de travailleurs locaux ont construit un bateau long de 15 mètres à base de roseaux. Avec, ils ont transporté un bloc de pierre de 9 tonnes jusqu'à la côte la plus proche de Tiwanaku, prouvant ainsi que le transport d'imposants blocs de pierre sur des bateaux de roseaux était possible, même dans des temps reculés. Mais comment une civilisation pouvant atteindre les 100 000 habitants a-t-elle réussi à se développer dans cette région inhospitalière? À suivre, je plonge la main dans le sol même de l'altiplano bolivien pour comprendre comment le peuple de Tiwanaku a réussi à survivre à près de 4000 mètres d'altitude. Je suis parti à la découverte de Tiwanaku, un site archéologique surnommé le Stonehenge des Amériques. Mais est-il réellement lié au monument mégalithique de Stonehenge? En Angleterre, il se résume à un cercle de pierres concentriques. En Bolivie, le site s'étend sur des kilomètres. Les deux civilisations sont passées maîtres dans le transport de monolithes malgré des conditions difficiles, dans la construction de magnifiques monuments en l'honneur du soleil, et toutes deux sont devenues le centre du pouvoir dans leurs régions respectives. Le monument de Stonehenge se trouve au centre de ce que les archéologues appellent le site de Stonehenge, et on trouve des traces de son influence à travers tout le sud de l'Angleterre. Ici, en Bolivie, le schéma est pratiquement le même. Le site de Tiwanaku s'étend bien au-delà du centre de cérémonie. Au sommet de la pyramide d'Akapana, à environ 4000 mètres d'altitude, je rencontre l'archéologue Claudia Rivera. À cette hauteur, nous avons une vue d'ensemble du paysage aride bolivien, autrefois le foyer d'une cité qui s'étendait sur des kilomètres. Claudia, si on veut se faire une idée de l'étendue de Tiwanaku, de son ampleur, de l'importance de sa culture, par où on commence? On essaie de comprendre en priorité la répartition des matériaux sur l'ensemble de la surface. Le plus souvent, les archéologues trouvent des céramiques. Claudia est une experte en céramique appartenant aux cultures des Andes. Elle a collecté toutes sortes d'indices sur le site qui l'ont aidé à déterminer jusqu'où s'étendait la ville et combien d'habitants venaient peupler cette antique cité. Disons que je trouve un morceau de poterie. Rien qu'avec ces débris de céramique, vous en savez plus sur le peuple de Tiwanaku? Oui, on peut en apprendre beaucoup sur sa fonction, mais aussi sur la vie quotidienne, la vie religieuse, la chronologie, les affiliations ethniques, les différents groupes qui vivaient à Tiwanaku. Chaque habitant appartenait à un groupe bien distinct. C'est-à-dire que les poteries trouvées du côté est sont différentes des poteries trouvées du côté ouest. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la population locale fabrique des poteries avec les mêmes instruments utilisés dans la Tiwanaku antique. Claudia me présente Papi, un potier émara. Il va me montrer comment les poteries de Bolivie sont faites depuis des siècles. Au départ, on commence par faire une sorte de boule. On fait une boule. En voyageant à travers l'altiplano bolivien, Claudia a relevé des styles similaires entre les poteries du passé et celles fabriquées aujourd'hui. Les instruments qu'on voit ici, l'os, les pierres, je suppose que chacun a un rôle bien précis. Oui, celui-ci sert de grattoir et de racloir. D'accord. Il sert à rendre la surface d'un objet plus lisse. Les os sont des outils de retouche. On les utilise pour dessiner des motifs sur l'argile encore fraîche. Ils ont quelque chose pour brunir ou polir les objets? Oui, nous avons ici des pavés, de petits pavés ronds qui permettent de lustrer et de faire briller ces récipients en céramique. C'est beau ce qu'il fait. Oui, c'est Un vrai magnifique. travail de pro, il n'en est pas à son premier. Non. Les artisans allument ensuite des petits feux sur l'ensemble de la plaine. Ils font cuire leurs objets jusqu'à ce qu'ils durcissent.
À quelques pas à peine de l'atelier de Papy et à moins de 2 kilomètres de la grande pyramide d'Akapana, on trouve en abondance des vestiges de ces poteries datant d'une autre ère. C'est fou, il y en a partout. Le sol est jonché de débris de céramique. Il arrive même de découvrir à quel endroit les différents potiers travaillaient. C'est un joli morceau, regardez. C'est de la poterie? Non. Claudia m'explique que cette pierre est en fait un outil de potier très ancien. La preuve que l'endroit où nous nous trouvons aurait pu être un quartier artisanal spécialisé dans la poterie. On trouve toujours autant de morceaux de poterie ou est-ce que c'est plutôt inhabituel? C'est un phénomène qui se répète à peu près partout sur le site. Mais il y a une concentration plus importante de céramique à cet endroit précis, car il y avait un atelier de céramique à l'époque. Le quartier de la céramique. En quelque sorte. Si on pouvait remonter 1300 ans en arrière, on se retrouverait entouré d'ateliers de potiers. Oui, et ici on est à la limite de la ville, la banlieue du centre urbain. La ville s'étendait jusque-là. À partir de ce point et au-delà, c'était vide. La campagne s'étendait à perte de vue. Les ruines de cet atelier vieux de plus de 1300 ans marquent le périmètre du centre urbain de Tiwanaku. La découverte de sites satellites comme celui-ci ont servi à déterminer la taille approximative de la ville. Environ 5 km². Encore une fois, grâce aux morceaux de poterie trouvés sur le sol, on peut en conclure que la densité de la population à Tiwanaku était élevée. On peut déterminer le nombre d'habitants grâce à la quantité de débris de poterie trouvés sur ce site. En effet, les archéologues se sont penchés sur la question et ont tenté de calculer la densité de population à partir des vestiges. À votre avis, la cité abritait combien de personnes? Les estimations vont de 25 000 à 100 000 habitants. Personnellement, je dirais entre 40 000 et 50 000 habitants. Mais même si on s'en tient à ces chiffres, ça reste quand même énorme. À ma grande surprise, plus de 100 000 personnes auraient pu vivre à Tiwanaku. Avec une densité de population particulièrement élevée, il serait normal que la région soit encore prospère et en constant développement. Mais aujourd'hui, l'altiplano est quasiment vide. Il offre très peu de sources d'emploi et encore moins de ressources naturelles. La haute plaine souffre d'un climat inhospitalier et il n'est pas rare que les récoltes, comme celle de la pomme de terre, soient complètement détruites. Alors, comment le peuple de Tiwanaku a-t-il réussi à créer une ville prospère à plus de 4000 mètres d'altitude? Pour répondre à cette question, je rencontre l'archéologue Osvaldo Rivera. Il pense avoir découvert le secret qui se cache derrière le succès de Tiwanaku. À la fin des années 70, il s'associe à une équipe d'archéologues de l'université de Chicago. Et ensemble, ils font une découverte extraordinaire. Osvaldo explique que les preuves de la prospérité de Tiwanaku sont davantage visibles depuis les airs. Nous survolons le périmètre et apercevons d'étranges marques qui balayent le paysage, des lignes nettes tracées dans la terre. La Bolivie aurait-elle ses propres géoglyphes de Nazca? Non, pas exactement. Osvaldo affirme que c'est grâce à ces mystérieuses lignes tracées dans la terre qu'il a compris comment le peuple de Tiwanaku avait réussi à se développer dans l'altiplano. Direction Coanipampa, une région située à environ 7 km au nord de Tiwanaku. Osvaldo explique que les lignes étranges s'étendaient autrefois sur des milliers d'hectares. Osvaldo ajoute qu'à la fin du XXe siècle, toutes ces lignes avaient disparu. Mais après des recherches approfondies sur les lieux, il a remarqué d'étranges variations de couleurs dans le sol. Ce sont ces différences de couleurs qui vous ont intrigué et qui vous ont amené ici? Oui. Il y a des zones sombres et des zones plus claires. Vous avez donc émis l'hypothèse d'un système agricole? L'hypothèse, oui. Ici, la terre est sèche et tout à coup... C'est de la vase. Et quand on passe de ce côté, ça redevient sec. On a de la vase, exact, puis une zone sèche et ainsi de suite. Il y a 30 ans, Osvaldo découvre cet étrange phénomène et pense qu'il a trouvé la preuve d'un très ancien système agricole.
On a procédé à une reconstitution de ces champs identiques à ceux de l'époque. En utilisant le même procédé? Oui, en utilisant la même technique. Où exactement? Oh, pas très loin d'ici. Là-bas? Oui, on les voit d'ici. C'est ça, allons voir. Oui, d'accord. Après des recherches approfondies, Osvaldo fit appel aux fermiers de la région pour recréer le système agricole de Tiwanaku. Des rangs pour la plantation d'environ 3 mètres, séparés par des canaux d'une profondeur d'environ 1 mètre. La profondeur est importante? Oh oui, très importante. Elle nous permet de créer de façon naturelle une espèce de brouillard. Comment la profondeur de l'eau crée un brouillard? Disons qu'elle crée la condensation qui va servir de bouclier protecteur contre le gel. Grâce au système qu'il a recréé, l'eau contenue autour des plantations se réchauffe dans la journée quand le soleil tape. La nuit, quand l'air se rafraîchit, les eaux restent chaudes. La différence de température crée de la condensation. Une couche de brouillard recouvre les récoltes et les protège ainsi du froid, la menace numéro 1 à cette altitude. L'eau absorbe la chaleur du soleil dans la journée. La température, oui. En plus de protéger les récoltes du froid, le système mis en place à Tiwanaku crée un compost marécageux. Les herbes qu'on voit là participent au processus. Oui, tout à fait. Elles permettent d'avoir une boue très riche en éléments organiques. Alors ce sol, c'est le résultat de la décomposition des herbes du marécage? Voilà, oui. On peut dire que ce système génère son propre engrais. Tout à fait. Et on sait si cette technique était vraiment efficace? Ici, dans l'altiplano, les récoltes donnent entre 2 et 5 tonnes par hectare. Dans les Highlands, on arrive à faire pousser 2,5 tonnes à 5 tonnes de pommes de terre par hectare. Oui. Et ici, On récolte 42 tonnes et demie par hectare. 2,5 tonnes à 5 tonnes là-bas et 42 tonnes et demie ici? C'est incroyable. C'est la clé de la prospérité de Tiwanaku. Les fermiers de Tiwanaku ont planté des milliers d'hectares de récoltes en suivant ce procédé, créant ainsi une source efficace et inépuisable de nourriture pour leur ville en pleine expansion. Depuis la redécouverte du procédé, cette technique n'a cessé d'éclipser l'agriculture moderne. Par conséquent, elle commence à être réutilisée à travers tout l'altiplano. Dans un instant, je rejoins une équipe pour ériger un monolithe de 6 tonnes à la seule force des bras. Et j'aurai l'occasion d'observer les traces de sacrifices humains représentées dans la pierre. Le site de Tiwanaku mérite-t-il vraiment le surnom de Stonehenge des Amériques? Bien que les sites anglais et boliviens soient séparés par plus de 10 000 km et 2000 ans d'histoire, les deux civilisations savaient transporter d'énormes pierres sur de longues distances pour leurs centres religieux respectifs. Elles étaient dotées d'un centre architectural dédié au soleil. Et aujourd'hui, nombre d'archéologues pensent que si l'on retrace la genèse de ces deux cultures, on découvrirait qu'elles sont nées de deux communautés voisines. Autrefois, les archéologues pensaient que le peuple des Andes avait évolué de façon indépendante dans la région, à cause du paysage aride. Cependant, au fur et à mesure des découvertes, on a appris que Tiwanaku faisait partie d'une plus grande culture andine. À 25 km de Tiwanaku, de retour sur les côtes du lac Titicaca, je retrouve l'archéologue Andrew Roddick. Il m'explique que si l'on regarde avec attention, on trouve les éléments qui prouvent que Tiwanaku faisait partie d'une plus grande tradition. C'est quoi cet endroit? Nous sommes dans la péninsule de Tarako. C'était une des régions les plus peuplées avant l'ascension de l'empire Tiwanaku. D'ailleurs, le sol tout entier est jonché de débris de poterie et de céramique. Et elles datent toutes d'une époque antérieure à l'occupation Tiwanaku. D'après Andrew, les poteries retrouvées ici datent de plusieurs siècles avant celles que j'ai eu l'occasion d'examiner à Tiwanaku.
La géologie du terrain présentait une dépression, un bassin totalement enseveli aujourd'hui. Encore un lieu de rituel qu'il faudrait mettre à jour. Il y a même un monolithe. Oui, avec un monolithe. Andrew est persuadé qu'un temple est enseveli sous ce terrain. C'est aujourd'hui la propriété d'un fermier. Aucune fouille n'a donc pu être menée et le site n'est pas protégé. On y retrouve un monolithe de cérémonie similaire à ceux trouvés à Tiwanaku. À la base, on aperçoit distinctement la silhouette d'un chat. Ah oui, ici on a la queue, ici le corps, et ça c'est sa tête qui nous fait face. Oui, il nous regarde. Quel lien avec Tiwanaku? Ces édifices sont les prémices de la fondation d'une ville. On est au premier stade du développement. Tiwanaku est en quelque sorte le grand vainqueur de l'expansion politique et culturelle que l'on observe sur des sites comme celui-ci. Pendant toute l'époque qui a précédé l'émergence de Tiwanaku, c'est-à-dire de 1500 ans avant Jésus-Christ à 200 ans après Jésus-Christ, le territoire andin était occupé par plusieurs villes et villages. Le site archéologique de Chiripa, situé à 2 pas d'ici, en est l'exemple parfait. Une équipe d'archéologues boliviens travaille à l'exhumation d'un des temples les plus anciens de Chiripa. Il date de 400 avant Jésus-Christ. Pour redonner au site son aspect d'origine, l'équipe va tenter de redresser un monolithe, de le remettre sur pied. Paul et moi rejoignons un groupe important de volontaires pour relever ce monstre de pierre. 2, 3. Ludwig Caillot-Kisbert dirige les opérations et la restauration du temple. Et il a un nombre considérable de volontaires prêts à l'aider. Plus de 50 personnes travaillent sur le site, avec pour seul outil de la corde, des rondins de bois, des muscles et un formidable travail d'équipe. C'est vraiment très lourd. On estime que le bloc de pierre pèse 6 tonnes. C'est colossal, et le monolithe doit être déplacé avec beaucoup de précaution. Ça a bougé. Il a reculé, hein. C'est bien, mais il s'est déplacé sur le côté, ce qui est moins bon. Il faut augmenter l'effet de levier. Ok. Eh ben, ça n'ira pas plus haut aujourd'hui. Il faudra encore un jour de dur labeur pour remettre ce monstre de pierre sur pied. Mais il y a un second monolithe que Ludwig veut me montrer. C'est un vestige très ancien qu'il a recouvert d'une épaisse couche de terre protectrice. Il y a un trésor là-dessous qui a pu être protégé grâce à la terre. Oh, regardez ça. Je distingue la silhouette d'un serpent. Ensuite, celle d'une araignée. C'est la tête. Et enfin, une grenouille. Des sculptures d'animaux et des figures anthropomorphes de style similaire ont été retrouvées sur les premiers sites dans tout le bassin du lac Titicaca. Chiripa est l'un des premiers gardiens de cet art ancestral. Tiwanaku, l'un des derniers. Donc on reconnaît les signes de l'influence particulière de Chiripa sur Tiwanaku? Tout à fait. Cette enceinte en est l'exemple. Elle présente une architecture prévue pour toutes sortes de cérémonies. Cette enceinte? Tout à fait, et certains vestiges trouvés sur ce site sont encore plus vieux. La construction de ces édifices à vocation cérémonielle remonte à plusieurs siècles. Chiripa est le plus ancien site de toute la région. On suppose que ces bâtiments servaient de centre populaire pour toutes sortes de réunions politiques, d'activités religieuses ou de festins. La même chose se produisait ici. C'était un lieu de rencontre. À l'intérieur de ce temple semi-souterrain, comme dans beaucoup d'autres trouvés dans la région, on a découvert les signes chaque fois identiques de rituels religieux. De retour à Tiwanaku, où les archéologues pensent que la construction de temples de cérémonie traditionnelle s'est développée, mais à des fins bien différentes, le professeur Juan Albercin Jordan
m'explique que de récentes découvertes ont été faites en ce qui concerne les pratiques cérémonielles. Principalement grâce à une statue solitaire représentant un prêtre. Elle est connue sous le nom de monolithe de Ponce. Regardez bien ce qu'il tient entre ses mains. Il tient quelque chose de cette façon. Oui, c'est un élément très intéressant. Pour les archéologues, il y a deux interprétations possibles. Certains pensent qu'il s'agirait là d'un kéro. Qu'est-ce que c'est? C'est un récipient de céramique, un vase ou une coupe si vous préférez. Et dans sa main droite, il tiendrait un couteau de cérémonie. Une coupe et un couteau. Voilà les objets sculptés dans la pierre et représentés dans les mains serrées du prêtre selon certains. Ces objets ont donné naissance à une théorie. L'idée d'une cérémonie qui aurait eu lieu à Tiwanaku impliquant un sacrifice pour les dieux. Le couteau était utilisé pour égorger la victime et la coupe pour récupérer son sang ou pour contenir de l'alcool. La seconde interprétation possible est que le prêtre tiendrait une planche à priser dans sa main gauche et une sorte de spatule dans sa main droite. Il utiliserait la spatule pour écraser et mélanger le tabac ou la substance qu'il priserait ensuite. Des substances hallucinogènes? Oui, tout à fait. Ça faisait partie de l'attirail qu'utilisait le prêtre. La seconde interprétation aurait un rapport avec la consommation rituelle d'hallucinogènes. Ces substances ne proviennent pas de la plante de coca, mais de la noix de l'Anadinanthera, un arbre de la région. Après avoir prisé la poudre de cette noix, le consommateur entrait en transe. La poudre entraînait un sentiment d'extase, des sensations physiques amplifiées et de puissantes visions hallucinogènes. Alors que ce soit un kéro ou un couteau ou bien une tablette à priser et une spatule, tous ces objets sont reliés au prêtre et à une sorte de cérémonie. Exactement. On a pu prouver leur existence? Est-ce qu'on en a retrouvé? On peut admirer nombre de ces objets au musée de Tiwanaku. Allons voir ça. En route. Au musée de Tiwanaku, Juan me guide dans une salle remplie d'artefacts. Derrière la vitre, on peut observer de nombreux éléments de rituel trouvés sur le site. Ici, nous avons une tablette à priser que le prêtre du monolithe tient dans sa main. On dirait un petit plateau. Observez le dessin de puma taillé au-dessus. C'est magnifique. Ici, vous avez les spatules. Des tablettes finement sculptées, des spatules servant à distribuer la poudre. Tout a été découvert sur le site, ainsi que des tubes servant à priser la poudre. Des kéros, toutes peintes de la même façon, ont aussi été mises à jour. C'est quoi ça? Ce sont de magnifiques vases traditionnels dont le sommet est élargi. C'est très intéressant. Oui, je me souviens, c'est ce que le prêtre tenait. C'est très ressemblant, n'est-ce pas? Un énorme caveau a été exhumé en 1989. 21 squelettes humains ont été mis à jour dans une salle souterraine de la pyramide d'Akapana, ainsi que des os de lama et des restes de kéros cassés. Sur les ossements humains, on a découvert les signes de profondes blessures. Dans un instant, des sacrifices humains ont-ils eu lieu à Tiwanaku? Je voyage à travers les Highlands de Bolivie pour enquêter sur Tiwanaku, autrement connu sous le nom de Stonehenge des Amériques. Tout comme à Stonehenge, j'ai trouvé des artefacts et examiné l'architecture qui confirme l'hypothèse selon laquelle le monument avait une vocation cérémonielle. Mais de récentes découvertes sur le site de Tiwanaku suggèrent que les prêtres accomplissaient ces cérémonies sous l'influence d'alcool et de drogues hallucinogènes. Il se peut qu'ils aient aussi pris part à des sacrifices humains.
On peut voir l'endroit où ces outils étaient utilisés pendant les rituels. Super, allons voir ça. D'accord. Le professeur Juan Alberhacin Jordan et moi quittons le musée de Tiwanaku et nous dirigeons vers la façade nord-ouest de la pyramide d'Akapana. C'est ici que des sacrifices humains auraient eu lieu. Juan pense que les prêtres s'adonnaient à la consommation de drogue et à des orgies où l'alcool coulait à flot. Sous le sol qu'on a foulé se trouvaient des ossements. Des ossements et toutes sortes d'offrandes. Des poteries, des céramiques, des os de lama également. Ils faisaient partie d'une plus grande offrande à la pyramide et donc aux dieux. Ils ne sont pas simplement morts, ils ont été sacrifiés. C'est exact. Les analyses effectuées sur les ossements ont mis en évidence des traumatismes. Ces gens ne sont pas morts de mort naturelle et ils ont été démembrés après leur mort. Ils sont morts et leurs corps ont été amenés ici. Nous avons aussi la preuve que certains étaient vivants et ont été sacrifiés. Il y a donc deux théories. Tout à fait. L'une selon laquelle ces gens auraient été tués ou seraient morts, auraient été démembrés et seulement ensuite amenés ici. C'est ça. Et la seconde selon laquelle ils auraient été amenés ici vivants, puis sacrifiés. Oui, puis tués sur place. On mélangeait les poteries et les os humains? Oui, tout à fait. Ossements, débris de kéros et autres types de récipients sont entremêlés. Il semble donc que le peuple de Tiwanaku aurait pratiqué toutes sortes d'orgies, ainsi que des sacrifices humains au pied de la pyramide d'Akapana. D'après les archives archéologiques, les victimes furent nombreuses. Les kéros cérémoniels étaient ensuite jetés dans la tombe commune, emplis d'ossements humains et de restes de lama. On comprend l'étonnement et la stupeur des archéologues lorsqu'ils ont découvert la tombe en 1989. On connaît le contexte de ces sacrifices? Quel en était le but? Ils ont probablement eu lieu vers la fin du règne de Tiwanaku, quand les choses ont commencé à se gâter. Autour de 900 avant Jésus-Christ, la sécheresse a commencé à ronger toute la région, entraînant un affaiblissement du pouvoir central de l'Empire. Ils étaient désespérés. C'est plus que probable, oui. Les prêtres auraient procédé à ces sacrifices humains en offrande aux dieux pour qu'ils sauvent leur cité au bord du gouffre. Les cérémonies ont eu lieu dans toute la région? Non, on a trouvé les traces de sacrifices humains uniquement sur ce site. Et c'est ce qui fait toute l'importance de Tiwanaku. Pourquoi ici? Eh bien, je dirais à cause du caractère sacré de la montagne. Une montagne divinisée qui représentait un pont avec les dieux. On s'en remet toujours aux puissances surnaturelles quand ça commence à aller vraiment mal. De toute évidence, les prières des prêtres restèrent sans réponse, et tous ces sacrifices humains furent accomplis en vain. 1000 ans avant Jésus-Christ, la cité avait été abandonnée. Des querelles politiques internes auraient mené Tiwanaku à sa perte. Mais la sécheresse qui frappa la région a accéléré la chute de cette grande civilisation. Aujourd'hui, le soleil continue de briller sur les ruines de Tiwanaku. Cet endroit revêt toujours un caractère sacré dans le cœur des autochtones. C'est ici que les Indiens et Maras continuent d'accomplir leurs propres cérémonies quand pointent les premiers rayons du soleil, le jour le plus court de l'année. J'ai l'honneur d'avoir été invité à participer à l'une de ces cérémonies, une célébration en l'honneur du soleil. Bonjour à tous. Le soleil s'est levé il y a quelques minutes. Plusieurs habitants de la communauté de Tiwanaku, les Emara, se sont réunis pour honorer le soleil et rappeler le caractère divin à cet endroit. Approchons-nous. Buenos días. On a
jeter dans le feu des bonbons et des friandises, ainsi qu'un fœtus de lama, une tradition au pays des Andes. Par-dessus, le chaman répand un peu de farine de maïs. Là-bas, on aperçoit des feuilles de coca et des feuilles de tabac. L'alcool vient compléter la liste des éléments traditionnels apportés en offrande. Le prêtre Emara rend grâce au dieu de la montagne, à Mère Nature, et le plus important, il rend grâce au soleil. Ici, dans les Andes, comme à Stonehenge, la lumière du soleil est source de vie. Les Emaras sont venus honorer la terre, les étoiles, le ciel, la montagne et bien sûr, le soleil. La cérémonie à laquelle nous assistons est une représentation privée d'une cérémonie bien plus grande qui a lieu le matin du solstice d'hiver. Le lever du soleil sacré est le 21 juin. Pour eux, c'est le milieu de l'hiver. Les jours vont commencer à rallonger et c'est à ce moment-là que les graines seront semées. Sur le site de Stonehenge, le solstice d'été est devenu un événement culte. En 2005, j'ai participé avec des milliers de personnes à la grande célébration en l'honneur du site et de l'observatoire solaire pour lequel il a été construit. De l'autre côté du globe, à Tiwanaku, un événement similaire a lieu. Tout comme à Stonehenge, l'événement attire une foule toujours plus nombreuse. Le même jour, des gens se retrouvent sur les deux sites pour honorer ces trésors d'architecture et les êtres humains qui ont vécu avant eux. Et aussi pour admirer les premiers rayons du soleil. Malgré les ressemblances entre les sites de Stonehenge et de Tiwanaku, le site bolivien a une histoire riche qui lui est propre. Une civilisation pré-inca a pris naissance dans cet altiplano. Elle a créé un système agricole ingénieux et honoré les dieux à travers de nombreux rituels et des sacrifices humains. Cette incroyable ville de pierre du nom de Tiwanaku restera à jamais un monument dans l'histoire des grandes civilisations de l'Amérique.